Très bien. Donc là, sur cette première image, vous avez en bleu le champ magnétique. Vous voyez que c'est un peu comme une pelote de laine. Il y a différentes couches qui tournent dans tous les sens. Ici, on a le gravitationnel en rouge. Même chose, ça tourne un petit peu dans tous les sens, sous plusieurs couches. On peut comparer ça à une pelote de laine avec différentes couches dans tous les sens. Notez bien que le champ magnétique repousse vers l'extérieur, alors que le champ gravitationnel, au contraire, lui, attire. C'est pour ça que les pommes nous tombent sur la tête, comme disait Newton. Tu peux passer à l'image suivante, très bien, la vidéo suivante. Voici l'action donc de la force des champs magnétiques. Il y a un équilibre entre le champ magnétique et le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel donc attire vers le centre de la Terre et le champ magnétique augmente. Tu peux stopper s'il te plaît une seconde? C'est fait. Voilà, donc on a effectivement ce qu'on appelle la couche d'atmosphère qui est la différence entre le champ magnétique et le champ gravitationnel. Donc c'est cet espace-là qui est la résultante. C'est une sorte de, comme une soustraction si vous voulez. Kesh, tout à l'heure, dans le cours de médecine, avait dû évoquer que selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, plus vous vous éloignez de la planète, plus la force de gravitation diminue. Donc, en médecine, la génération de fabrication des lymphocytes va se faire à une certaine vitesse. Si vous descendez en spéléologie vers le centre de la Terre, eh bien, vous aurez une autre vitesse de production des globules blancs. Tu peux poursuivre. C'est reparti. D'accord, merci. Alors, stop, excusez-moi. Là, on voit ce qu'on appelle la barrière de Coulomb. Je vous rappelle que la barrière de Coulomb, c'est une mesure de calcul mathématique qui détermine à quel endroit, à quelle limite, le champ total résultant entre magnétique et gravitationnel va agir par rapport à un autre champ magnétique. Voilà. Donc, c'est une sorte de distance avec plusieurs paramètres. On l'a vu la dernière fois dans les vidéos précédentes, si vous vous souvenez. Oui, oui, moi je m'en souviens très bien et ça me faisait Donc, penser ça dépend de la distance, de la masse, et ça dépend également de l'environnement dans lequel on est. Voilà, c'est-à-dire la présence des autres champs magnétiques. Ok, tu peux continuer, Yves. Merci. C'est reparti. Ok. Alors, ici, vous voyez, alors c'est là où on fait allusion au livre sur la lumière. Les rayons lumineux sont émis en ligne droite, comme dans un cylindre. Lorsque deux rayons se croisent, eh bien, ils forment un enchevêtrement avec, puisque les deux lignes de lumière se sont percutées, donc il y a création de lumière et création de champs magnétiques sous forme de tore, puisqu'ils se sont enroulés les uns autour des autres. Donc on voit bien ici que c'est pas creux, il y a un centre d'énergie jaune qui est en fait un centre vide et les champs qui circulent sous forme torique. Alors ici à nouveau on voit les rayons lumineux qui circulent en ligne droite sous forme de cylindre et non pas sous forme de faisceau diffracté. On va voir que les deux lignes droites vont se rencontrer à un moment donné. Là, voilà la deuxième qui arrive. Et elles arrivent à proximité. Et hop, elles s'enroulent sous forme de pelote de laine. Et là, on a la forme d'un tore. Et instantanément, ça se met à tourner sur lui-même. Et on a la génération d'un plasma. Donc je laisse faire la vidéo, ça parle de soi-même, il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Voilà, alors sur cette vidéo, on voit un réacteur qui fait allusion un petit peu au fonctionnement de notre cerveau avec une chambre centrale et une chambre périphérique. Lorsque l'on introduit à l'intérieur des ions hydrogène avec protons et l'électron qui tourne autour,
on voit qu'il va y avoir, au moment où on ajoute un hydrogène supplémentaire, on a une différence entre la chambre intérieure et la chambre extérieure, et il va se produire des échanges de protons et de neutrons entre la chambre extérieure et la chambre intérieure. Et à ce moment-là, les hydrogènes se transforment en plasma jusqu'au point où, par effet de sommation, par addition de différents plasmas, eh bien, il va y avoir une sorte de contagion à l'intérieur du réacteur interne, et vous allez voir, il va se produire cette fameuse explosion avec ce fameux centre vide d'énergie au centre du réacteur. Donc, il faut bien comprendre ça. Cette notion, vous allez voir tout à l'heure, ça va se mettre à exploser. Il y a création, bien sûr, puisque les plasmas se heurtent les uns les autres, il y a création de lumière, ce que l'on appelle actuellement les rayons gamma, mais il y a d'autres rayons que ça. Et voilà, cette fameuse lumière boule blanche, c'est ce fameux centre vide où il n'y a rien, mais en fait, c'est une énergie phénoménale qui peut irradier à des kilomètres à la ronde. Et le tout se met à tourner de façon automatique, instantanée, comme tous les plasmas. De même que quand vous mettez deux éléments qui s'approchent, eh bien, ils vont se mettre à tourner. Alors, je crois qu'on va passer à la vidéo suivante. Donc, voici ici la constitution de ce qu'on appelle un ensemble de réacteurs. Une base de 3 sur un plan, et le quatrième réacteur qui est au sommet d'une pyramide. Les réacteurs, en interagissant les uns avec les autres, se mettent instantanément en rotation. Chaque réacteur émet autour de lui, de par son centre d'énergie qui diffuse à l'extérieur, une sphère, et l'intersection de toutes ces sphères donne un champ plasma, un nouveau champ plasma qu'on voit en bleu, qui est le centre plasma résultant, qui est le centre d'énergie de tous ces réacteurs. Image suivante. Donc on voit ici l'interaction entre deux champs Magrav qui à la fois repoussent et qui à la fois s'attirent jusqu'au point où, à force de s'attirer et de se repousser, vont trouver un positionnement central. Donc imaginez à gauche, on a un premier réacteur, à droite un second réacteur, et au centre se crée un point résultant. Si on fait la même chose avec les trois réacteurs, on va avoir un point résultant qui va être tantôt en haut à gauche, qui va se balader pour trouver sa position entre les deux premiers, qui va à nouveau se balader pour trouver sa position entre celui du haut et celui de droite. Et là, on est sur un plan, et donc la résultante se trouve au centre du triangle. Si on ajoute le quatrième réacteur, eh bien, on va avoir cette boule d'énergie qui se trouve en plein centre de la pyramide. Donc on voit là ici l'énergie, le centre d'énergie qui se balade, qui essaye de se positionner et qui à un moment donné va se stabiliser au centre de cette pyramide. L'image suivante. À nouveau les trois réacteurs de la base au sol. Le premier champ plasma résultant, qui, avec l'intervention de celui du dessus, va finir par donner. Alors, autant pour moi, c'est pas facile à expliquer. Vous allez remarquer que le plasma blanc du bas, tu peux stopper l'image, s'il te plaît, Yves? Oui, c'est stoppé. Voilà, merci. Je vais essayer de vous expliquer. Après, il faudrait peut-être repasser la vidéo en ralenti. Tu peux reculer si tu veux. Non, c'est bon, je vais essayer d'être clair. La petite boule blanche qui est tout en bas, c'est le champ résultant qui se trouve sur la base triangulaire du bas. La petite boule blanche qui est tout en fait en haut à gauche, c'est un champ résultant qui se trouve sur la face latérale de la pyramide, dans son milieu, dans le milieu du triangle. La boule en haut à droite, c'est le champ résultant qui se trouve au milieu de la face latérale droite de la pyramide.
Et celui qui est au milieu, c'est le champ résultant de la face avant, celle qui est tout à fait immédiatement devant nous, qui est au milieu. On a donc, avec ces 4 petits plasmas blancs, la constitution d'une autre pyramide, mais avec la tête en bas. Si on répète la même opération, c'est-à-dire entre ces 4 petits champs plasma résultants blancs, ils vont donc interagir les uns avec les autres et on va donc avoir la constitution de nouveaux petits plasmas roses sur chacune des faces de cette petite pyramide. À nouveau, la tête en haut. Et on peut continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir le dernier champ plasma résultant en plein centre, qui est la forme d'explosion de l'énergie. Donc, pour ceux qui connaissent, on a ce qu'on appelle des pyramides inversées imbriquées et donc le Merkaba, si ça vous dit quelque chose. Donc, tu peux continuer, Yves. C'est parti. Merci. Donc voilà, donc on voit bien ici, imaginez bien qu'on est sur une pyramide qui est en train de tourner et sur chaque face de la pyramide, il y a un champ résultant. Et puis au centre, ces 4 pyramides constituent une autre petite pyramide et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, jusqu'à l'effet de sommation, c'est-à-dire la succession d'addition de pyramides, on va avoir la constitution de cette zone d'explosion qui est en fait un vide. Mais c'est pas vide. C'est le fameux vide qu'on appelle l'éther, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est ce vide qui est une énergie phénoménale. Alors, sur cette image, je vois qu'il a ajouté des antennes, mais je ne sais pas trop à quoi elles servent. J'ai pas compris l'explication et jusqu'à présent, je n'avais jamais vu un montage de la sorte. Hein. Je pense que c'est pour préfigurer ou pour simuler une sorte de diffusion de l'énergie sur chaque face de la pyramide. Alors, je ne sais pas si c'est un montage physique ou si c'est un montage, comment dire, pour traduire de façon imagée la projection de l'énergie. Jusqu'à présent, dans toutes les images que j'ai vues de l'Institut, j'ai jamais vu ce type de montage avec les tiges qui sortent de la pyramide. Donc ici, à l'intérieur d'un réacteur, on voit les particules, comme tout à l'heure, on a vu les électrons qui s'échappaient et qui rentraient à l'intérieur de la pyramide. On voit donc une pulsation d'énergie sous forme de lumière. Donc les champs magraves rentrent vers l'intérieur, alors qu'en bleu, les champs magnétiques expulsent vers l'extérieur. Donc on a une sorte de battement. Image suivante, la même chose. Donc là, on voit le champ magnétique qui pulse vers l'extérieur, qui propulse comme une force centrifuge vers l'extérieur. Et en rouge, une force centripète qui ramène vers l'intérieur. La collision de ces deux champs crée, comme on l'a vu je l'ai dit tout à l'heure, on a une percussion des deux champs et c'est ça qui provoque l'émission de lumière. On a vu qu'à chaque fois, tu peux stopper la vidéo s'il te plaît. Merci. Lors des descriptions du neutron, du proton et de l'électron, on a vu que chaque fois que le neutron décline pour donner un proton et un électron, il y a émission de rayons gamma. Donc, dans le réacteur, on a vu tout à l'heure que les neutrons entraient dans la chambre intérieure, que d'autres sortaient, que des électrons rentrent, que des électrons sortent. Donc, à chaque fois que l'électron se mobilise sous forme de nuage plasma, eh bien, il y a percussion et c'est ça qui crée la lumière. La lumière étant, on devrait plutôt parler d'un spectre de lumière, puisqu'on va depuis les rayons gamma et autres jusqu'aux rayons ultraviolets, etc. Tu peux continuer, merci. Voilà, donc cette explosion de lumière avec tous les spectres de lumière. Et évidemment, bien sûr, ça entre en rotation instantanément.
Voici une autre image du réacteur et de ce qui se produit à l'intérieur, avec cette pulsation entre champ magnétique et champ gravitationnel, percussion des deux, émission de lumière sous forme de plasma. Même chose, là on a la vision du réacteur avec le centre d'énergie qui est en train de se dilater et qui propage à l'extérieur de la sphère et qui prend des dimensions jusqu'à des kilomètres. Voilà à nouveau le centre d'énergie qui va au-delà de la sphère. C'est donc pour cette raison que dans les valises de désarmement, comme on le verra tout à l'heure, on peut aller à des kilomètres à la ronde avec ce type d'énergie. Voilà, donc ce type d'animation est tout à fait parlant et permet de bien comprendre le fonctionnement des champs magraves. On va pouvoir passer à la vidéo suivante. Donc ici, on a un réacteur, mais avec 3 réacteurs en bas et 3 autres réacteurs. Voilà, je pense avoir terminé sur cette série de 12 vidéos qui est vraiment très importante et très bien faite, qui nous permet de vraiment bien comprendre comment fonctionnent les champs magraves. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces vidéos? Oui, moi j'ai des questions. Je t'écoute, Adil. Donc en fait, la dernière vidéo qu'on a vue, c'était donc la demi-sphère, donc c'était le vaisseau, si j'ai bien compris. Alors, la demi-sphère, c'est ça, c'était le vaisseau, tout à fait. Ok. Alors, Et non, c'est pas tout à, non, c'est le vaisseau est constitué de plusieurs réacteurs. d'accord. Hein, il y a une première vidéo, effectivement, il avait en main une sphère. Et ensuite, il a montré une deuxième demi-sphère. Donc ça, c'est un réacteur en lui-même. Mais qui en même temps est à l'image du vaisseau. Le vaisseau, il va être en forme de demi-sphère, mais à l'intérieur, il y aura plusieurs réacteurs. Ok, je comprends. Merci. D'accord? Parce qu'effectivement, comme il le dit, on a du mal de manier un vaisseau sphérique parce qu'il part dans tous les sens, il n'est pas facile à manier, alors que le vaisseau en forme de demi-sphère, il a un plancher avec sur le plancher, il suffit de 3 réacteurs en triangle pour stabiliser le plancher. On verra tout à l'heure dans la valise de désarmement, on en parlera. Il l'a déjà évoqué dans plusieurs KSW. Comment avoir un plancher solidaire. J'ai répondu à ta question, Adil? Oui, après j'en ai une autre par rapport au réacteur qui tourne. Et donc on a vu qu'à un certain point, donc, quand c'est le point critique, il y a création de lumière et dégagement d'énergie. Tout à fait. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, tout le monde travaillait dessus, là, sur faire tourner les sphères Oui, et créer la lumière. Donc c'était ça en fait, c'était essayer de créer la friction entre les champs et créer la lumière. tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, donc là, tout à l'heure, on a vu des sphères avec, en mettant comment dire, de l'hydrogène, mais on peut mettre n'importe quel matériau, puisque n'importe quel matériau va être constitué de protons, neutrons, et donc c'est la différence de quantité entre soit par exemple vous mettez du CO2, je prends un exemple, là, vous mettez du CO2 10 centilitres et dans le réacteur extérieur vous mettez 20 centilitres. Donc vous allez avoir une différence, une sorte de différence de potentiel et vous allez avoir un échange de neutrons et de protons. Ok. Et donc c'est la vitesse qui va permettre de Et créer la friction.
Alors, à un moment donné, il va y avoir un effet de sommation. Les échanges vont s'additionner, s'additionner, s'additionner. Il y aura de plus en plus d'échanges d'électrons, de plus en plus d'échanges de neutrons. Et à ce moment-là, se crée l'explosion d'énergie. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a comment dire, il y a un seuil fatidique pour que se produise cette fameuse émission d'énergie par effet de sommation. Hein, c'est un peu comme la dernière goutte qui fait déborder le verre. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, Ali.